Donc la simple violation du RGPD ne fonde pas un droit à réparation. L'atteinte d'un certain seuil de gravité par le dommage moral subi n'est en revanche pas requise pour conférer un droit à réparation. Alors on va en savoir plus. Alors à compter de l'année 2017, punaise c'est pas vrai, on est encore sur alors l'Austerich Post. Bah ça va, ce mot-là, j'arrive potentiellement à le prononcer à peu près, je sais même pas si je le prononce correctement, mais on s'en fout. A collecté des informations sur les affinités politiques de la population autrichienne. Veuillez m'excuser. C'est honteux. C'est honteux. Enfin, c'est pas plutôt Issou, mais fichtre. Voilà, il y a pas mal de réactions à voir. Alors, à l'aide d'un algorithme, elle a défini des adresses de groupes cibles selon les critères sociaux et démographiques. Les données ainsi collectées ont conduit l'Austerich Post à établir qu'un citoyen déterminé avait une affinité élevée avec un certain parti politique autrichien. Putain. Ok. Bon, bah c'est merveilleux. En revanche, les données traitées n'ont pas été transférées à des États tiers. Encore heureux. Donc le citoyen concerné qui n'avait pas consenti au traitement de ces données à caractère personnel affirme avoir ressenti une grave contrariété, une perte de confiance, ainsi qu'un sentiment d'humiliation en raison de l'établissement d'une affinité particulière avec le parti en question. C'est au titre de la réparation du préjudice moral qu'il estime avoir subi qu'il réclame devant les juridictions autrichiennes un montant de 1000 euros. La Cour suprême autrichienne a exprimé des doutes quant à la portée du droit à réparation que le règlement général de protection des données prévoit en cas de dommages matériels ou moraux du fait de la violation de ce règlement. Donc la Cour suprême autrichienne demande à la Cour de justice de l'Union européenne si la simple violation du règlement général de protection des données suffit pour conférer ce droit, et si la réparation n'est possible qu'au-delà d'un certain degré de gravité du dommage moral subi. Elle souhaite aussi savoir quelles sont les exigences du droit de l'Union quant à la fixation du montant des dommages et intérêts. Quand même, du fichage numérique, plus que douteux là. Oui, on est quand même à un petit niveau, des ions. Alors, donc dans son arrêt, la Cour de justice énonce en premier lieu que le droit à réparation prévu par le Règlement général de protection des données est subordonné de manière univoque à 3 conditions cumulatives. Donc il y a 3 conditions à respecter. Et cumulative, ça veut dire qu'on est obligé de toutes les remplir, sinon on est chocolat. Et on peut dire bye bye au droit à réparation. Déjà, il faut une violation du règlement, ça va de soi. Il faut un dommage matériel ou moral résultant de cette violation et un lien de causalité entre le dommage et la violation. Bon, c'est les conditions classiques de la responsabilité, à savoir un fait générateur, à savoir violation du RGPD, le préjudice, donc dommage matériel ou dommage moral résultant de cette violation, et établir le lien de causalité entre le dommage et la violation. En gros, démontrer que le fait qu'il y ait eu violation du RGPD, ça a eu pour conséquence la réalisation du dommage. Voilà. Partant, toute violation du RGPD n'ouvre pas à elle seule le droit à réparation. Oui. Donc en fait, oui, la seule violation suffit pas, puisqu'il faut démontrer que derrière la violation, il y a un dommage et il y a un lien de causalité. Donc là-dessus au moins... donc ça c'est l'idée. Une autre interprétation irait à l'encontre du libellé clair du RGPD. Oui, donc là c'est ce que dit la Cour en gros. On peut pas partir du principe que toute violation du RGPD on peut pas partir du principe que toute violation du RGPD ouvre automatiquement droit à réparation, puisqu'on a vu qu'il y a des conditions cumulatives. Et si on partait du principe que toute violation ouvrait droit à réparation, on violerait littéralement, on ira à l'encontre de ce qui est contenu dans le règlement général de protection des données. Bon. Et salut à toi, Valar. De plus, au terme des considérants du règlement général de protection des données portant spécifiquement sur le droit à réparation,
Sa violation n'entraîne pas nécessairement un dommage, et pour fonder un droit à réparation, un lien de causalité doit exister entre la violation et en cause et le dommage subi. Donc là c'est ce qu'on avait vu. Ainsi l'action en réparation se distingue d'autres voies de recours prévues par le RGPD, donc notamment celle d'infliger des amendes administratives pour lesquelles l'existence d'un dommage individuel n'a pas à être démontrée. Ouais. En fait, si vous voulez sanctionner en fait la violation du règlement général règlement général de protection des données et que vous n'avez pas envie de vous faire chier à démontrer qu'il y aurait un dommage et un lien de causalité à établir entre ce dommage et la violation du RGPD, ben il faut espérer qu'il y ait derrière plutôt partir du côté obtenir des amendes administratives. Voilà, c'est ça l'idée. Alors, en deuxième lieu, la Cour de justice de l'Union européenne constate que le droit à réparation n'est pas réservé aux dommages moraux atteignant un certain seuil de gravité. Le RGPD ne mentionne pas une telle exigence et une telle restriction contredirait la conception large des notions de dommage ou de préjudice retenues par le législateur de l'Union européenne, en gros Parlement et Conseil de l'Union européenne. De plus, subordonner la réparation d'un dommage moral à un certain seuil de gravité risquerait de nuire à la cohérence du régime instauré par le Règlement général de protection des données. En effet, la graduation dont dépendrait la possibilité ou non d'obtenir la réparation serait susceptible de fluctuer en fonction de l'appréciation des juges saisis. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que vous avez simplement besoin de démontrer qu'il y a un dommage et un lien de causalité, mais par contre il n'y a pas besoin de démontrer un seuil de gravité pour obtenir au moins un droit à réparation. Par contre, on imagine que selon le seuil de gravité et selon le dommage subi, forcément ça va avoir un impact, j'imagine, sur le montant de l'indemnité qui sera versé, ce qui est logique. Après, si vous voulez, on peut faire un petit tour, parce que là on parle de préjudice moral, mais on pourrait peut-être essayer de voir à quoi ça... refaire un petit topo pour voir à quoi ça correspond. Alors, demande de dommages et intérêts, je sais pas si on peut avoir... alors, affaire au civil, donc afficher les informations, donc type de préjudice. Donc, petit rappel, donc on a un petit topo, donc le préjudice physique, donc les atteintes à la santé, à l'intégrité physique ou mentale d'une personne. Donc les exemples classiques, jambes cassées suite à des violences ou un accident de voiture, maladie causée par un produit chimique. Et le préjudice moral, donc c'est une atteinte au bien-être affectif, à l'honneur ou à la réputation. Donc perte d'un proche, diffamation d'une personne ou d'une société, voilà. Et après le préjudice matériel, donc c'est l'atteinte au bien d'une personne, donc voiture, vêtements, à ses intérêts financiers, perte de chiffre d'affaires, somme versée à tort. Et là ici, ce dont il était question ici, c'était le préjudice moral, donc l'atteinte au bien-être affectif, à l'honneur ou à la réputation. Après, bien évidemment, là on est vraiment sur des catégories qui sont synthétisées, qui sont résumées. Encore une fois, il y a tout un document, donc que je vous avais dit de mémoire, c'était la nomenclature d'ATIAC, un rapport sur lequel les magistrats s'appuient pour, en somme, déterminer à quelle catégorie se rattache tel dommage, tel préjudice, etc. Et ensuite, ça permet derrière de mesurer, si je puis dire, de faire, comment on appelle ça, ça permet de déterminer le régime juridique, l'ensemble des règles qui seraient applicables au préjudice, voilà. Bon, sur ce, avançons. Donc s'agissant en troisième lieu donc des règles relatives à l'évaluation des dommages et intérêts, parce que je vous rappelle, donc la Cour relève ici que le règlement général de protection des données ne contient pas de dispositions ayant un tel objet. Je voulais juste vous rappeler que là ici on est sur le volet réparation, donc on est sur l'idée de verser des indemnités, on n'est pas sur une logique, donc lorsqu'on est sur la réparation d'un préjudice, on n'est pas dans une logique de verser des amendes. Verser des amendes, on est plus dans une logique de nature pénale, ou alors de nature administrative si on est sur des amendes. Voilà. Si on est sur des amendes qui sont prononcées par l'administration.
et pas par le juge pénal. Alors qu'ici, bon, pour les dommages et intérêts, le but c'est d'essayer de réparer le préjudice subi. Alors que l'amende, encore une fois, on est dans une logique de punition, on est dans une logique de répression, pas une logique de réparation. Bref. Du coup, il appartient donc à l'ordre juridique de chaque État membre, donc à chaque droit national, si pour le dire très grossièrement, de fixer les modalités des actions destinées à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent à cet égard du RGPD, et en particulier les critères permettant l'étendue de la réparation due dans ce cadre, sous réserve de respecter les principes d'équivalence et d'effectivité. Donc, l'idée, en fait, ce que dit la Cour, c'est que les critères permettant de déterminer jusqu'où, à quoi la personne elle va avoir le droit en termes de montant de dommages et intérêts, ça c'est fixé par le droit national, c'est ce qui est prévu. Par contre, il faut pas que ça aille à l'encontre, si je puis dire, de certains principes du droit de l'Union, savoir le principe d'équivalence et le principe d'effectivité. C'est-à-dire, il faut quand même qu'il y ait un montant suffisant en termes de réparation, en termes de dommages et intérêts, pour qu'on puisse permettre de faire en sorte que, à partir du moment où il y a violation du RGPD et à partir du moment où il y a un dommage et un lien de causalité qui est établi, qu'il y ait quand même une réparation du préjudice, tel que le prévoit le règlement général de protection des données. Voilà. À cet égard, la Cour de justice souligne la fonction compensatoire du droit à réparation prévu par le règlement général de protection des données, et rappelle que cet instrument tend à assurer une réparation complète et effective pour le dommage subi. Voilà, bon, c'est bien de le rappeler. Bon, si ça vous intéresse, je vous transmets l'information, mais sachez que si par exemple vous avez été victime d'une violation de vos données du règlement général de protection des données, il faut derrière que vous devez démontrer derrière que vous avez subi un préjudice, donc moral, qu'on a porté une atteinte notamment à votre réputation ou à votre bien-être affectif. Ça fait partie des quelques types de préjudices au titre des préjudices moraux, c'est ce dont vous pouvez vous prévaloir. Et comment on appelle ça ? Et que dire d'autre ? Et il faut que vous devez démontrer le lien de causalité. Par contre, toute violation du règlement général de protection des données, ça ne vous confère pas automatiquement un droit à réparation. Il y a toute une démonstration à faire. Mais par contre, peu importe encore une fois le degré de gravité du dommage. Votre droit à réparation n'est pas conditionné par un seuil de gravité du dommage. C'est-à-dire que ce soit un préjudice, que vous ayez subi un dommage important ou pas, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est de démontrer qu'il y a un dommage et qu'il y a un lien de causalité entre le dommage et la violation du règlement. Et après, par contre, le règlement général de protection des données, c'est pas ce qui va fixer le cadre pour le montant des dommages et intérêts. Ça va varier d'un État membre à un autre. Bon. Sur ce, je vous propose qu'on enchaîne sur une autre affaire.